Euh, Merci d'être venu pour la deuxième séance. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais prononcé les mots phi gamma module dans le premier cours, ce qui est quand même une honte. Je voulais faire de la provocation et ne pas le faire dans le deuxième cours, mais malheureusement c'est déjà fait, donc bon, tant pis. Mais je ne vais pas faire des phi gamma modules aujourd'hui. Je vais laisser ça pour la fois prochaine et le quatrième cours. Mais là, pour le coup, il n'y aura que des phi gamma modules une fois qu'on entre dedans. Donc aujourd'hui, on va discuter de la partie globale de la démonstration et je vais juste montrer qu'il y a un morphisme non nul entre deux objets et tout le reste du cours va consister à démontrer que n'importe quel morphisme non nul entre les deux objets est un isomorphisme. Donc je vous rappelle un certain nombre de notations. On a L sur QP fini toujours assez grande. On a D sur QP, notre algèbre de quaternion, qui est vraiment une algèbre à division. Et on a enfin la tour de Drinfeld sur QPNR chapeau. Donc l'étage 0, c'est une réunion disjointe sur Z de copie du demi-plan de Drinfeld, mais un changement de base à QP check, où QP check c'est le complété de QPNR. Et je vous rappelle que le groupe de Galois ici est OD étoile modulo 1 plus grand pi puissance n OD, où grand pi est l'uniformisation de OD qu'on choisit une fois pour toutes. Et enfin, sigma n, le modèle sur QP de pp puissance z modulo mn. Je devrais l'écrire dans l'autre sens, mais bon. Alors, donc, on a aussi un petit pi qui est une supercuspidale de GL2 de QP. On va la prendre définie sur L et à caractère central trivial, pour simplifier. Et on appelle ρ la représentation de D étoile qui lui correspond par Jacquet-Langlands local. Donc voici le théorème pour aujourd'hui. Il existe une représentation V de GQP, donc groupe de Galois absolu de QP, de dimension 2 sur L, de RAM à poids 0,1, tel que si je regarde la représentation de veille de ligne attachée au DPST de V et que je lui applique la correspondance de Langlands locale, je tombe sur la représentation pi de départ. Donc ça, c'est les conditions imposées sur la représentation V. Et le point le plus important, c'est qu'on a un morphisme non nul, continu, de pi de V1 dual dans le oméga 1 sigma n ρ. Je ne rappelle pas toutes les notations. Pi de V, c'est le Banach attaché par Kolmez à V. Pi de V1, c'est les vecteurs localement analytiques de ce Banach. Le dual, c'est vraiment le dual topologique, ce qui fait que là, on a un Fréchet nucléaire, là aussi. Et là, je prends la partie ρ isotypique sur oméga 1 de sigma n, parce que je vous rappelle qu'il y a une action de D étoile sur sigma n. Voilà, donc ça, c'est l'objectif de ce cours. Alors, je veux insister sur un point. Ce n'est pas n'importe quel morphisme de ça vers ça qui va être un isomorphisme, mais plutôt la restriction d'un tel morphisme, c'est-à-dire que là-dedans, on a pi de V1 modulo pi de V lisse, qui est juste petit pi dans ce cas, dual, et celui-là, il contient les fonctions sur sigma n ρ. Et ce qu'on va voir dans la suite du cours, c'est que n'importe quel morphisme comme ça induit un morphisme non nul continu de ça vers ça, et que n'importe quel morphisme comme ça est un isomorphisme. Donc c'est plutôt à ce point-là qu'on va démontrer des isomorphismes.
D'ailleurs, ce n'est pas surprenant parce que vous voyez bien que cet objet-là ne peut pas être isomorphe à ça pour n'importe quel choix de V, vu que celui-là ne dépend pas du choix de V. J'avais expliqué assez longuement tout ça dans le premier cours. Voilà, alors la démonstration de ce théorème est purement globale en fait. Et ça combine trois choses, c'est l'uniformisation p-adique, la correspondance de Jacquet-Langlands globale et des congruences entre formes automorphes, et surtout la compatibilité locale globale, une version pour les algèbres de quaternions définies sur Q, mais qui sont non ramifiées en P. Donc là, il s'agit essentiellement de copier Emerton tel quel. Tout se passe de la même manière et même en beaucoup plus simple. D'ailleurs, vous allez voir que ce cours est d'une très grande originalité. Il n'y a absolument et strictement rien d'original dans cette affaire. Ça revient juste, la première partie à copier ce que faisait Carayol dans son papier magnifique sur Lubin-Tate non abélien en L-adique. Il le faisait en L-adique, donc on va essayer de refaire tout ça en P-adique. Et la deuxième partie, c'est copier Emerton et voir que tout se passe bien pour une algèbre de quaternions. Et on met tout ça ensemble, on combine avec un peu de Jacquet-Langlands et ça va nous donner ce théorème. Mais n'empêche que si on veut le démontrer de manière locale, ça m'échappe totalement comment le faire. OK, donc allons-y. L'uniformisation. Alors là, on est dans une situation vraiment très favorable, parce que dans ce cas, on va pouvoir uniformiser toutes les variétés de Shimura. Il est bien connu que si vous êtes dans d'autres situations avec d'autres espaces de Rapoport-Zink, l'espace de Rapoport-Zink ne va uniformiser qu'un certain morceau de la variété de Shimura. Mais dans notre cas, on va avoir affaire à des courbes de Shimura telles que la fibre spéciale. Tous les points de la fibre spéciale sont en fait isogènes entre eux, donc il y a une seule classe d'isogénie qui est basique, et ça vous permet d'uniformiser toute la variété de Shimura, ce qui est assez agréable en fait. Donc p-adique est réel. OK, donc quelles sont les données? On va partir de B sur Q maintenant, une algèbre de quaternions. Et je vais imposer deux conditions, qu'elle est non ramifiée en infini et qu'elle est ramifiée en P. Autrement dit, si je regarde B étoile de R, ça c'est vraiment isomorphe à GL de R. Par contre, B étoile de QP, c'est isomorphe à notre D étoile de début. Donc juste une remarque, j'écris B étoile de R pour R tenseur QPB, et je prends les invertibles. Autrement dit, je vois B étoile comme un groupe algébrique sur QP. Pardon, sur Q. Il y a trop de p-adique dans mon cerveau. Alors, donc maintenant, notre algèbre de quaternion B va donner naissance à une tour de courbes de Shimura qui sont propres et lisses sur Q, que je vais appeler SHKF. Pour KF, un sous-groupe compact ouvert suffisamment petit de B étoile de AF. AF, c'est les ADL finis. Et je vous rappelle que les C points de ça, c'est B étoile de Q, modulo X croix B étoile de AF, modulo KF. Et ici, X, c'est l'analogue réel du demi-plan, c'est donc C privé de R, autrement dit P1 de C privé de P1 de R. Et B étoile de Q agit dessus via le plongement de B étoile Q dans B étoile R, qui est isomorphe à GL2 de R. Et on fait agir GL2 de la manière usuelle sur la droite projective. OK, donc ça c'est les variétés de Shimura en question. Donc c'est vraiment des surfaces de Riemann compactes dans notre cas, parce qu'on a affaire à une algèbre à division. Et elles sont assez sympathiques, parce qu'on peut réécrire cette formule un peu monstrueuse en choisissant, si vous regardez juste ce double quotient, c'est un ensemble fini, donc si vous regardez la décomposition selon les orbites de ça via l'action de B étoile Q,
Vous avez un nombre fini d'orbites, et en choisissant des stabilisateurs pour ces orbites, vous pouvez réécrire tout ça d'une manière beaucoup plus sympathique. Donc SHKF de C, c'est la réunion de gamma I modulo X, avec gamma I des sous-groupes discrets, co-compacts de GL de 2R. Je passe un petit moment sur cette histoire réelle parce qu'en PADIC, ça sera exactement la même chose en fait. Voilà, donc maintenant passons au PADIC. Donc situation totalement analogue en PADIC. Mais il y a quand même un point qui change, c'est que X varie maintenant suivant le compact KF que vous choisissez. Et pour faire simple, pour ne pas avoir des formules trop compliquées, on va appeler SHN la variété de Shimura qui est obtenue en prenant comme niveau en P justement le sous-groupe de congruence de OD étoile qui nous intéresse et un certain niveau modéré hors de P que je vais considérer fixé dans la suite, mais suffisamment petit. Et donc ça vit vraiment sur, on peut l'avoir sur QP, en faisant le changement de base. Et maintenant, le théorème d'uniformisation, qui est dû à Cherednik et Drinfeld. À vrai dire, dès que n est strictement positif, c'est vraiment Drinfeld. C'est qu'il existe un isomorphisme de QP check espace analytique. Alors, je prends SHN, je fais le changement de base à QP check, et donc ça devient une courbe propre lisse sur QP check. Je peux prendre l'espace analytique associé, et ça, c'est isomorphe à quelque chose qui ressemble énormément à ce qui est là, mais il y a des barres qui s'ajoutent. Donc, il y a un B bar étoile de Q, je vais expliquer dans un instant qui est celui-là, Mn, énième étage dans la tour de Drinfeld, croix B étoile, les adèles finis hors P, modulo Kp. Donc vous voyez que c'est vraiment essentiellement la même formule, mais vous avez quand même fait quelques changements. X est devenu Mn, et le B étoile de Q qui est là est devenu B bar étoile de Q. Et donc B bar ici, c'est l'algèbre de quaternion sur Q, qui est en quelque sorte la sœur de B, donc quaternion, tel que B bar de APF, les adèles hors de P, est isomorphe à B de APF. Autrement dit, B et B bar ont les mêmes invariants en dehors de P et de l'infini. Et B bar est non ramifié en P et ramifié à l'infini. Autrement dit, B bar est vraiment une algèbre à division qui est définie, mais par contre, en P, c'est vraiment du type GL2. Oui. Alors malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous expliquer comment est défini cet isomorphisme. En fait, il faut tout interpréter comme un problème de module. Et sur le problème de module, la construction n'est pas très compliquée en fait. Géométriquement, vous interprétez B bar de la façon suivante. Vous choisissez un point, un FP bar point de la fibre spéciale de votre courbe de Shimura à niveau 0. Et vous regardez simplement l'algèbre des quasi-isogénies de ce truc-là. Et ça, c'est B bar. Bon, j'ai appris tout ça de la thèse de Farg.
je dois le dire. OK. Donc ça, c'est parfait. Par contre, je ne vous ai pas expliqué comment agit B bar étoile de Q sur ces objets-là. Donc, B bar étoile de Q agit sur Mn via son plongement dans B bar étoile de QP, qu'on identifie à GL de QP, parce que B bar est non ramifié en P. Et ça agit sur l'autre, B étoile de APF modulo Kp, via le plongement de B bar étoile de Q, cette fois dans B bar étoile de APF, qu'on identifie à B étoile de APF. Ce qui donne vraiment un sens maintenant à ce qui est écrit là-haut. Alors c'est maintenant le point, donc de plus, cet isomorphisme est compatible avec tout un tas de choses. Alors premièrement, les changements de niveau. N et Kp. Et en particulier avec l'action de D étoile des deux côtés. Et avec l'action de l'algèbre de Heike, l'algèbre de Heike hors de P. Et ça va être crucial pour la suite, parce que justement, on va essayer de réécrire cet isomorphisme d'une certaine manière, lui faire un tas de manipulations, et à la fin, regarder l'action de l'algèbre de Heike dessus. Donc c'est essentiel de savoir que tout ça est bien compatible, ce qui est tout à fait le cas. Et il y a encore un point, comme on est obligé de travailler de manière rationnelle, c'est-à-dire sur QP ou sur L, si vous voulez, et que l'isomorphisme est écrit a priori sur QP NR chapeau, il faut tenir compte de ça, donc c'est aussi compatible avec les données de descente à la veille. Alors j'ai dit la dernière fois qu'il y a une donnée de descente naturelle sur Mn qui n'est pas effective, mais qui devient effective une fois que vous quotientez par certains sous-groupes, typiquement l'action de l'élément diagonal pp. Donc vous avez une donnée de descente à droite, et vous avez une donnée de descente naturelle à gauche, parce que la chose vient d'un schéma sur QP. Et le théorème, c'est que les deux données de descente se correspondent. Alors je vais réécrire tout ça dans un instant de manière beaucoup plus simple, en quelque sorte, comme là, avec des sous-groupes discrets co-compacts. Alors donc ce qui se passe, c'est que si vous regardez justement ce double quotient, B bar étoile de Q modulo B étoile de APF modulo Kp, ça c'est un ensemble fini. Donc de nouveau, en choisissant un système de représentants pour l'action de B bar étoile de Q sur le B étoile de APF modulo Kp, vous en déduisez que vous pouvez écrire SHN, tenseur QP check AN, comme une réunion disjointe de gamma I. Je suis désolé, ce n'est pas les mêmes gamma I, mais à partir de maintenant, je vais utiliser uniquement cela, donc j'espère que ça ne va pas être trop confus à la fin. Modulo sur Mn. Alors maintenant, il se trouve qu'il existe en N, tel que cette matrice diagonale pp puissance grand N soit dans gamma I pour tout I. Ce qui signifie que je peux commencer par quotienter ici par l'action de ça, et du coup je me retrouve avec un vrai espace maintenant qui a une donnée de descente effective. Donc, hop, modulo Mn. Donc celui-là, il a une donnée de descente effective. Et on va appeler sigma indice n grand N le modèle sur QP qui s'en déduit. D'accord.
Alors, en particulier, si grand N égale 1, vous récupérez vos sigma n de début, ceux qui nous intéressaient. Alors, si j'ai bien compris ce que ça veut dire que ce truc est compatible à l'uniformisation, ça veut simplement dire que vous pouvez supprimer QP check à gauche et que vous pouvez remplacer Mn par ce sigma Nn à droite. Il faut espérer que c'est le cas. Tout ça, c'est expliqué dans le livre de Rapoport-Zink, mais je n'avais pas trouvé mon dictionnaire hier soir, et du coup, je ne comprenais même pas les énoncés. Mais la seule chose raisonnable le seul sens raisonnable que je peux donner à ce fait que le morphisme est compatible avec les données de descente, c'est de dire que ça serait écrit sous la forme SHN an isomorphe à la réunion disjointe de gamma i modulo maintenant sigma nn. C'est bon? J'ai la confirmation des experts, donc je peux continuer. Pas tout à fait. Bon, à un petit twist près, on peut espérer que ça marche. De toute façon, à la fin, on va prendre la composante hétéro-isotypique de toute cette affaire. Donc, s'il y a encore des petits twists qui traînent, ils vont disparaître une fois qu'on tue les parasites. Mais vous voyez ce qui se passe maintenant. C'est quelque chose de totalement identique côté réel et côté péadique. Donc, je vais résumer la situation. Donc, côté, on va dire, réel ou complexe. Vous avez un SH de C qui est une réunion de gamma i modulo x. X est le demi-plan usuel, enfin avec sa partie négative aussi. En prenant la cohomologie cohérente, vous tombez sur des fonctions sur la réunion de gamma i modulo GL de 2R, qui n'est rien d'autre que B étoile Q modulo B étoile A modulo KF. Autrement dit, vous avez des formes automorphes classiques, si j'ose dire. Et qu'est-ce qui se passe à droite? Vous avez exactement la même chose, essentiellement SH de CP, disons. C'est la réunion de gamma I modulo maintenant notre sigma n. On va prendre la cohomologie cohérente et on va se retrouver avec des fonctions sur la réunion disjointe de gamma i modulo GL de QP, qui n'est rien d'autre ici que B bar étoile de Q modulo B bar étoile de AF modulo KP. Je suis désolé, je dis toujours les modulos dans le mauvais sens, mais c'est encore un réflexe qui s'est mis dans ma tête et je ne peux pas m'en débarrasser. Il faudrait B bar étoile F modulo B bar étoile Q modulo KP, mais bon. C'est ça, et ça va nous donner de la cohomologie complétée à la Emerton. Même si dans notre cas, c'est en fait beaucoup plus facile, c'est vraiment les formes automorphes péadiques sur un algèbre de quaternion défini. D'accord, donc on va essayer de mettre en place ce genre de parallèle en prenant la cohomologie cohérente des deux côtés en péadique. Ce n'est pas très surprenant quand les gens calculaient la cohomologie éladique de ces espaces, ils prenaient la cohomologie éladique de ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est juste prendre la cohomologie cohérente à la place. Mais il y a quand même quelques difficultés d'ordre topologique, parce qu'on travaille avec des espaces qui sont assez gros, donc il faut vérifier un certain nombre de choses qui ne sont pas très amusantes. Donc on va dire mise en pratique. Alors ça a l'air très joli sur le tableau comme ça, mais c'est en fait c'est beaucoup moins drôle dans la vie réelle. Parce que vous devez estimer des trucs et vous devez vous assurer que certains morphismes sont continus, vous devez faire quelques manipulations et ce n'est pas toujours la chose la plus amusante.
Donc je vais essayer d'expliquer un peu comment ça marche, parce que ça serait vraiment un peu dommage d'écrire des ohms partout et de dire oui, tout se passe bien. Il y a vraiment quelque chose à vérifier. Donc voici ce qu'on se propose de démontrer. Donc je vais appeler ça l'identité fondamentale pour nous. C'est la chose suivante, c'est que si je prends les formes différentielles sur cette courbe de Shimura SHN, je vous rappelle que je travaille à niveau modéré fixé. Kp, il est fixé pour moi. Je prends la partie ρ isotypique et je dis que ça, c'est isomorphe au ohm continu. GL2 de Qp équivariant, bien sûr linéaire, du dual de la partie ρ isotypique des différentiels sur sigma n dans les fonctions localement analytiques sur x à valeur dans L. Donc ça, je vais le dire dans un instant. Donc ici, LA de x, c'est les fonctions phi de x qui par définition, il y a un peu trop de x, mais bon, de g de q modulo g de af modulo kp dans L, qui sont localement analytiques. Alors il faut que je donne un sens à tout ça. G ici, c'est B bar étoile, vu comme groupe algébrique sur Q. Donc je vais prendre un petit instant juste pour donner un sens à cet énoncé. Donc, vous voyez là-haut, vous avez ce B bar étoile de Q, modulo B bar étoile AF et KP. C'est exactement ce qui apparaît là, c'est ce X, c'est cet espace. Et donc, je regarde les fonctions sur cet espace à valeur dans L, et je demande qu'elles soient localement analytiques. Alors, pour donner un sens à ça, il faudrait savoir que X, c'est lui-même une variété analytique. C'est le cas, X est vraiment une variété analytique compacte. C'est en fait exactement comme avant, c'est une réunion de gamma i modulo GL2 de Qp avec des gamma i qui sont discrets, co-compacts dans GL2 de Qp. C'est même nettement mieux que ça. C'est un espace profini, parce que vous pouvez faire varier le niveau 1P maintenant, et vous pouvez écrire X comme la limite projective d'une famille d'ensembles finis. Et il se trouve, alors ça se voit d'ailleurs directement sur la définition de X, il a une action à droite de GL2 de Qp. D'accord ? Donc, mais cette action est assez sympathique, parce que si Kp est petit, ce que je peux toujours m'arranger, alors, en fait, X, quand je le vois juste en tant que GL2 de ZP ensemble, ça devient un nombre fini de copies de GL2 de ZP. Donc, X a un nombre fini, enfin, comment dire, l'action de GL2 de ZP sur X a un nombre fini d'orbites et GL2 de ZP agit librement. Ce qui fait que finalement, l'espace des fonctions localement analytiques sur X, c'est rien d'autre qu'un certain nombre fini de copies des fonctions localement analytiques sur GL2 de ZP. Alors bien sûr, vous perdez l'action de GL2 de Qp en faisant ça, mais quand même, ce que vous gagnez, c'est que vous avez l'admissibilité de ces choses-là totalement gratuitement. Donc,
Ça c'est très très bien. Je vous rappelle que si vous travaillez vraiment avec la cohomologie complétée d'une tour de courbe de Shimura ou des courbes modulaires, il faut quand même se fatiguer un petit peu pour démontrer l'admissibilité de la cohomologie. Ici, vous l'avez gratuitement, mais ça n'est pas pour autant que cet espace est beaucoup plus simple que la cohomologie complétée des courbes modulaires, parce qu'on va voir dans la suite que justement, en regardant l'action de l'algèbre de Hecke là-dessus, vous récupérez essentiellement tout ce qui apparaît dans le Lagrange spadic. Ce n'est pas surprenant de nouveau parce que vous avez en P, vous avez du GL2 de QP. Donc on s'attend vraiment à ce que même si le groupe est compact à l'infini, ce qui se passe en P est crucial, et en P vous avez du GL2 de QP, donc on s'attend à ce que dans ces fonctions il y ait beaucoup de choses intéressantes, et ça sera le cas. Donc je dois dire la remarque, le théorème de début s'obtiendra à partir de cette identité disons par analyse spectrale. C'est-à-dire, on va choisir un idéal maximal de l'algèbre de Hecke suffisamment sympathique et regarder ce qui se passe quand on coupe à gauche et à droite par cet idéal maximal. C'est-à-dire, on regarde les systèmes de valeurs propres pour l'action de l'algèbre de Hecke des deux côtés. À gauche, ça sera facile à comprendre parce que vous avez le théorème de Matsushima qui vous permet de décrire ce que c'est les formes différentielles sur la courbe de Shimura. À droite, c'est nettement plus subtil parce qu'il faut comprendre les espaces Hecke isotypiques dans les fonctions localement analytiques sur X. Autrement dit, il faut comprendre justement la cohomologie complétée de cette courbe de cette algèbre de quaternion et regarder ce que sont les espaces de Hecke là-dessus. Et ça, c'est compliqué parce que c'est justement là qu'on va récupérer pi de V1. C'est dans cette affaire-là. Alors, donc on va essayer d'expliquer tout ça un peu plus sérieusement. Mais au moins, j'espère que maintenant, la proposition a un sens. En particulier, le fait qu'on a le droit d'écrire Ohm continu, on a vraiment des espaces de Fréchet nucléaires de chaque côté. Parce que X étant une variété compacte, les fonctions localement analytiques sur X, c'est vraiment un espace de type compact. Pardon, je n'ai pas des Fréchet nucléaires, j'ai des espaces de type compact parce que j'ai pris les duos. Je m'excuse. C'est oméga 1 de sigma n qui est un Fréchet nucléaire parce que sigma n est Stein et son dual est un espace de type compact. Mais vous pouvez aussi dualiser, le Ohm, ça ne change rien parce que justement, on est dans la bonne catégorie d'espaces localement convexes. Alors, donc, pour le reste de la première partie du cours, je vais essayer d'expliquer la démonstration de l'identité. Et dans la seconde partie, je vais expliquer l'analyse spectrale et comment on déduit le premier théorème. Malheureusement, il me semble que je n'aurai pas le temps de donner la démonstration du théorème d'Emerton. Je vais quand même essayer de faire le max, de donner le max d'idées pour la démonstration du théorème d'Emerton, parce que je trouve que c'est vraiment magnifique. Si on fait un cours sur le Lagrange spadic, ce serait vraiment une honte de ne pas parler de ça. Donc, je vais réserver quelques minutes pour le théorème d'Emerton. Alors, donc, démonstration de l'identité. Alors, de nouveau, si vous prenez formellement, c'est totalement trivial, en fait, parce que vous regardez simplement SHN, vous l'avez écrit comme réunion de gamma i modulo sigma nn, vous appliquez oméga 1 des deux côtés, et vous prenez aussi la partie rho isotypique pour tuer le grand N. Donc, c'est la réunion de oméga 1 de sigma nn rho invariant par gamma i. Pardon, c'est la somme directe, oui. C'est aussi, justement parce que ρ, on l'avait pris à caractère central trivial, je peux faire disparaître le grand N, parce que ρ est trivial sur pp. Donc c'est la somme directe de oméga 1 de sigma n gamma i, et ρ, bien sûr.
Alors là, il y a une petite remarque pour les gens qui connaissent un peu moins les espaces de Rapoport-Zink. Là, il y a une subtilité, c'est qu'on utilise le fait que vraiment l'action du centre de D étoile et du centre de GL2 sont compatibles pour dire que là, ça se passe bien quand on prend la partie isotypique. OK, donc maintenant, appelons grand pi le dual de ce oméga 1, sigma n. Bon. Donc a priori, c'est un espace de type compact. C'est-à-dire une limite inductive d'espace de Banach dont les transitions sont injectives et compactes. Ce qui vous intéresse, c'est de comprendre la somme directe de pi dual invariant par gamma i. Alors déjà, je vais écrire les choses parfaitement de manière formelle pour donner un sens à ça. Je vais revenir ensuite et expliquer les détails un peu techniques de l'affaire. Donc si on y va vraiment tout doucement, c'est la somme de ohm gamma i de 1 dans pi dual. On peut dualiser parce que tout est réflexif et que tout se passe bien. C'est la somme directe de ohm gamma i de pi dans 1. Bon, ensuite, une fois qu'on a ça, on a envie d'appliquer Shapiro, et on va le faire. Mais là, il faut déjà faire un peu attention, donc je mets un point d'interrogation et je reviendrai là-dessus. C'est la somme directe de ohm GL2 de QP de pi dans l'induite de gamma i à GL2 de QP de 1 analytique, qui n'est rien d'autre que la somme directe de ohm GL2 de QP de pi dans les fonctions localement analytiques sur gamma i modulo GL2 de QP, par définition. Et enfin, on met la somme directe à l'intérieur, donc c'est les ohm GL2 de QP de pi dans les fonctions localement analytiques sur la réunion disjointe de gamma i modulo GL2 de QP, qui n'est rien d'autre que x. Donc, au moins du point de vue formel, c'est trivial. Parce que c'est exactement la formule annoncée en haut pour l'identité. Ah, elle n'est plus, elle est là. Ça, c'est pi, et ça, c'est les fonctions localement analytiques sur x. Alors, il y a quelques petits soucis. Le plus sérieux est là. Il faut voir que les morphismes de pi dans 1 correspondent à des morphismes de pi dans les fonctions localement analytiques. Bon, si vous traduisez ce que ça veut dire, ça revient à dire que l'action de GL2 de QP sur pi est localement analytique. Autrement dit, que pi est une représentation localement analytique du groupe GL2. Donc, ça, c'est une proposition. Pi est une représentation localement analytique de GL2 de QP. Autrement dit, l'orbite de chaque vecteur est localement analytique. Donc ça, c'est une affaire qui reste à régler. Et il y a encore quelque chose qui est un tout petit peu subtil, c'est qu'on a le droit de mettre continu partout, c'est-à-dire que tous les morphismes qu'on a écrits sont continus dans cette affaire. Et si vous regardez ce que ça signifie vraiment en suivant les ohms partout, vous êtes amené à l'énoncé suivant. Proposition. Je vais expliquer dans un instant la démonstration des deux propositions, mais pour l'instant, je les écris. Si pi est une représentation localement analytique d'un groupe de Lie p-adique, G sur un espace de type compact, alors la flèche de pi dual dans les fonctions localement analytiques du groupe G à valeur dans L, qui est donnée par... ah non, c'est pas ça. Alors, pour tout L dans pi dual, donc dès que je me donne une forme linéaire continue sur pi,
Si je regarde la flèche de pi dans les fonctions localement analytiques, il y a un vecteur v associe la fonction qui a g associe L de gv, et ceci est continu. Bon, je vous laisse vraiment la vérification du fait que tout ce que j'ai fait là-haut a un sens et entraîne la proposition, est une conséquence de ces deux propositions. Donc je vais me contenter de démontrer les deux propositions qui sont là. Tout le reste, c'est vraiment ultra formel. Alors ça, c'est une espèce d'intégrale à paramètres qu'il faut résoudre. Ça a l'air d'être complètement tautologique, mais il y a quelque chose à dire quand même. Le premier est quand même plus sérieux. Le fait que l'action est localement analytique, et d'ailleurs je ne sais pas du tout faire le même genre de choses pour d'autres espaces de Rappaport-Zink. On pourrait espérer que quand vous avez un espace de Rappaport-Zink, l'action du groupe est toujours localement analytique. Alors je sais que ça marche pour des étoiles, mais là pour le coup c'est même plus trivial en niveau 0. Tout simplement, si vous regardez la tour de Lubin-Tate en niveau 0 avec l'action de D étoile, l'action est assez compliquée, il n'y a pas de formule explicite, mais il se trouve que l'action est localement analytique. C'est fait dans un papier de Collazo et en fait ça découle d'un lemme de Gross-Hopkins. Mais ce qui est amusant, c'est que si vous essayez de démontrer le caractère localement analytique, même sur oméga, tout simplement, vous prenez le niveau 0 de la tour de Drinfeld et vous regardez le dual des fonctions localement analytiques là-dessus. Alors, si vous revenez aux définitions de ce que ça veut dire localement analytique, c'est franchement pas évident de le démontrer à la main. Alors, bien sûr, je vous ai donné un théorème la dernière fois qui vous décrivait explicitement ce que c'était. C'était une quotient de la Steinberg analytique, et dans ce cas, c'est clair. Mais si vous n'avez pas ce genre d'isomorphisme, a priori, c'est pas clair que c'est localement analytique. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire dans ces histoires. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais commencer par la partie facile, par ça. Je vais appeler ça la proposition 2, et en haut, la proposition 1. Donc, démonstration de la proposition 2. Alors ça, c'est vraiment très formel, en fait. Il y a une première étape qui consiste à se ramener, donc on peut supposer que G est compact. Il suffit de choisir un sous-groupe compact ouvert de G, d'écrire G comme réunion disjointe des classes à gauche ou à droite. Là, ça se comporte bien, et donc on se ramène au cas d'un groupe compact. Dans ce cas, on dualise, donc il suffit maintenant, donc par dualité, on a des espaces réflexifs partout, de voir que la flèche de D de G, qui par définition est l'algèbre de distribution, c'est-à-dire le dual des fonctions localement analytiques, vers le dual de pi. Et qu'est-ce que c'est cette flèche? C'est la transposée de celle-là. Autrement dit, vous prenez une distribution mu et vous l'envoyez sur la forme linéaire qui consiste à prendre un vecteur V et à intégrer sur G L de GV contre mu de G, que ceci est continu. Et ça, c'est fait. Donc, je ne vais pas vous donner les détails, je vous donne juste la référence parce que c'est vraiment très formel tout ça. Alors, je fais juste tout ça parce que quand même, quand on travaille avec des représentations localement analytiques admissibles, on sait d'après Schneider-Teitelbaum qu'on n'a pas de problème à se poser. Tout est continu, tout se passe bien. Mais ici, on ne sait pas a priori que nos représentations sont admissibles. Et d'ailleurs, un des points cruciaux, c'est de démontrer l'admissibilité de toutes ces choses-là. Donc on ne peut pas se permettre de tricher et d'utiliser des choses qu'on connaît déjà, notamment si on savait que les représentations sont admissibles, la continuité serait automatique en fait. Donc, mais ici, on ne le sait pas. OK, et donc ça, c'est donc démonstration, voir Schneider-Teitelbaum. Je donne la référence. Proposition 3.2. Bon, c'est fait.
Quand G n'est pas compact, vous écrivez G comme réunion disjointe. Du coup, les fonctions localement analytiques, ça devient vraiment le produit des fonctions localement analytiques. Et vous prenez la topologie produit de tout ça. Donc c'est un produit d'espace de type compact. En particulier, il reste réflexif. OK, donc ça c'est bon. Et maintenant, passons à la vraie chose. Donc, la démonstration de la proposition 1. Bon, je ne vais pas pouvoir donner tous les détails parce qu'ils sont vraiment assez pénibles. Donc, ce qui se passe, c'est que on raisonne par dualité. On sait d'après Schneider et Teitelbaum que les représentations localement analytiques d'un groupe de Lie p-adique sur un espace de type compact, c'est la même chose via dualité que les modules séparément continus sur l'algèbre de distribution sur le groupe. Donc, ici par dualité, il suffit de montrer que l'action de GL2 de QP sur oméga 1, disons de sigma n, je laisse tomber le n grand N, tout ça c'est pareil. De toute façon, c'est un énoncé complètement général. Ce que je vais démontrer, c'est que si vous avez deux espaces avec un morphisme étal fini de l'un sur l'autre, si l'action est localement analytique en bas, elle l'est aussi en haut. C'est ça l'énoncé général, qui se démontre exactement de la même manière. Donc, l'action de GL2 de QP sur le oméga 1, donc là, pour le coup, vous avez un Fréchet, s'étend en une structure de D de GL2 de QP module topologique. Peut-être pas topologique, séparément continu. Voilà. Donc ça, c'est la théorie générale qui vous dit que si vous voulez démontrer que quelque chose est localement analytique, vous pouvez faire ça. Et pour faire ça, alors vous voyez bien que vous avez besoin d'estimer, parce qu'une distribution, c'est donné par, on peut la décrire vraiment comme des sommes, et il s'agit de vérifier que certaines sommes infinies sont convergentes dans O de sigma n ou dans oméga 1 de sigma n. En d'autres termes, il faut savoir estimer correctement l'action de G-1, G moins l'identité, quand G est un élément du groupe. Ça revient à ça essentiellement. Sauf que si on veut faire ça, ça devient vite très très pénible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par l'action de l'algèbre de Lie et on utilise un résultat de Frommer et Colazeux qui vous dit qu'essentiellement, si vous pouvez contrôler l'action de l'algèbre enveloppante, vous pouvez contrôler l'action de l'algèbre de distribution. Une espèce de formule de Taylor. Donc, comment est-ce que ça marche? Alors, comme je disais, il s'agit de vérifier que certaines séries convergent dans oméga 1 de sigma n, mais comme c'est un Fréchet, il suffit de le faire localement, sur chaque ouvert affinoïde. D'accord? Donc, on se ramène à l'énoncé suivant. Vous avez un ouvert U affinoïde. En bas, donc là, c'est dans sigma 0. Là, c'est dans sigma n. Là, c'est étal, fini. Les deux sont affinoïdes. Et vous avez H, un certain sous-groupe compact ouvert de GL2 de QP qui agit sur les deux. D'accord? Et vous voulez démontrer que D de H, l'algèbre des distributions sur H, agit en fait sur O de U, sachant que c'est le cas en bas. Parce que, de nouveau, en niveau 0, on peut vérifier que ça se passe très bien. Bon, alors ce que vous faites, c'est la chose suivante. Vous prenez G, l'algèbre de Lie de H, et vous prenez x1, disons x4, dans notre cas, ça pourrait être plus, une base de G, et on va appeler x puissance alpha, x1 puissance alpha 1, x4 puissance alpha 4. La composée de ces opérateurs. Je vois tout ça dans l'algèbre enveloppante. Et alors, ce qu'il faut faire déjà,
c'est de vérifier que l'action de H sur O de U est différenciable. C'est la toute première chose à vérifier, mais c'est en fait la chose la plus pénible, en quelque sorte. Donc on vérifie que H agissant sur O de V, O de U, se dérive. Et la manière de le faire est la suivante, parce qu'il ne suffit pas juste de montrer que ça se dérive, il faut aussi vérifier que ça satisfait toutes les propriétés que l'on peut imaginer dans l'algèbre enveloppante. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le jeu suivant. On sait que ça se passe bien en bas, donc il existe une connexion continue partielle x sur O de V, décrivant l'action infinitésimale de H. Maintenant, puisque c'est fini étal, on dispose d'une telle connexion. Il y a un unique prolongement. Il existe une unique telle connexion sur O de V, O de U, qui la prolonge. Mais, et j'espère que je ne suis pas complètement parti dans le délire, je ne suis pas sûr que ça entraîne automatiquement que l'action de H se dérive en O et que l'action infinitésimale de H en O est donnée par cette connexion. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, parce qu'a priori, vous avez une connexion sur O de U qui vient de celle d'en bas, mais a priori, rien ne vous dit que c'est celle qui vient de l'action dérivée de H, dont vous ne connaissez d'ailleurs pas le caractère différentiel. Donc, il existe une telle connexion, et on vérifie à la main que pour tout oméga dans oméga 1 pour tout f dans O de U, la limite en k tend vers l'infini de E puissance P puissance kx f moins f sur P puissance k, c'est ce que l'on pense. D'accord ? Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous connaissez la limite potentielle, c'est très facile de démontrer ça. Ça serait nettement plus pénible si on ne connaissait pas quelle doit être la limite. C'est ça toute l'astuce d'introduire cette connexion. Et ça, ce n'est pas bien difficile. En fait, ce que vous faites, c'est, comme c'est fini étal, vous prenez votre fonction f, vous prenez une équation unitaire minimale qu'elle satisfait sur O de V, vous faites agir l'élément du groupe en question sur l'équation, vous comparez les deux et vous passez à la limite. Il n'y a rien de bien mystérieux là-dedans. Mais le fait qu'en plus, cette action infinitésimale de H sur O de U est pile donnée par ce genre de connexion, ça vous garantit aussi qu'elle satisfait toutes les propriétés que vous pouvez imaginer dans l'algèbre enveloppante. Et ça vous dit donc que O de U devient un U de G module. Ça, on le savait a priori, mais via l'action de H. Bon, et maintenant, on finit avec un théorème de Frommard, dont je vais même éviter de donner l'énoncé tellement c'est long et technique. Mais ce théorème de Frommard vous dit que si vous regardez l'algèbre de distribution sur H, c'est une algèbre de Freischestein, d'après Schneider-Teitelbaum. Donc, c'est une limite projective d'algèbre de Banach, explicite. Et Frommard vous dit que si vous regardez chaque algèbre de Banach dans la limite projective, ça va être un module libre de type fini, de base explicite, sur l'adhérence de l'algèbre enveloppante. Mais comme vous pouvez faire converger vos séries dans l'algèbre enveloppante, parce que toutes ces connexions sont continues maintenant, donc vous pouvez les contrôler sur le Banach qui est O de U, ça vous dit qu'en fait, si les coefficients sont suffisamment gros p-adiquement, les séries convergent. Et maintenant, Frommard vous dit qu'il suffit de tester ça sur justement les séries qui viennent de l'algèbre enveloppante. Donc, je vous donne quand même la référence précise au cas où ça vous intéresse, l'énoncé de ce théorème, qui est en fait très très utile. Zut, je l'ai perdu. Ah, si, il est là. C'est dommage parce que j'ai plus le papier, je ne sais plus où il est, le papier de Frommard, donc je vais vous faire une référence au papier de Colazin,
Là, c'est parfaitement expliqué. Donc, plus précisément, ce qui se passe, c'est que vous avez un U de G module. Maintenant, on montre facilement qu'il existe un C tel que si Vp de A alpha moins C fois valeur absolue de alpha tend vers l'infini, alors la somme pour alpha dans n puissance 4 de A alpha x puissance alpha f converge dans O de U pour tout f. Donc c'est ça que vous dit l'argument que je viens de donner, parce que les quatre connexions sont lipschitziennes sur O de U. Et maintenant, vous allez regarder cette section-là, et ce théorème-là vous permet de conclure. Mais vous voyez bien que c'est quelque chose de complètement général. Une fois que vous avez le caractère localement analytique en bas, c'est bon pour n'importe quoi qui est fini étal sur la chose en bas. Mais par contre, la plupart du temps, je pense que la difficulté va être de vérifier ce qui se passe à niveau 0, en fait. Ici, c'est bon parce qu'on a l'isomorphisme de Morita et tout ça. Pour des étoiles, Colazel a démontré. Pour d'autres, je ne sais pas. Ok, donc ça c'était l'identité fondamentale, et juste avant de prendre une petite pause, je vais dire qu'il y a quelque chose de très analogue que vous pouvez faire avec la cohomologie de de Rham, qui est en fait très très utile. Donc le même jeu, je vais dire exactement le même jeu, avec la cohomologie de de Rham. Pour l'identité bien sûr, là, il faut coupler avec Hochschiltzer. Donc, si vous faites ça, ça vous dira que vous avez un joli diagramme où, d'une part, vous avez la cohomologie de Rham, H1 de Rham de la courbe de Shimura, partie rho isotypique, qui est isomorphe au Ohm GL2 de QP continu, du dual de la partie rho isotypique de la cohomologie de de Rham de sigma n, autrement dit, la partie rho isotypique de la cohomologie de de Rham à support compact, dans les fonctions localement analytiques sur X. Là, vous avez le oméga 1 de SHN, rho isotypique, qui, d'après ce qu'on vient de voir, c'est pareil que les morphismes GL2 de QP continu, du dual de la partie rho isotypique de oméga 1 de sigma n, dans les fonctions localement analytiques sur X. Et là, c'est juste la flèche de restriction. Donc vous avez un joli diagramme comme ça. Je sous-entends qu'il y a des H0 de Rham qui traînent quand vous regardez la suite spectrale, mais ils sont tués une fois que vous prenez la partie rho isotypique, parce que rho, on l'a choisi non trivial. Donc vous avez ça, et maintenant il y a une astuce terrible de Kolmez qui vous permet de remplacer les fonctions localement analytiques, qui sont très compliquées, par les fonctions localement constantes, qui sont nettement plus sympathiques. Donc le lemme, c'est que le dual de la cohomologie de de Rham, autrement dit la cohomologie de de Rham à support compact de sigma n, est une représentation lisse de GL2 de QP. Ça n'est pas du tout le cas, bien sûr, avec oméga 1, mais c'est le cas avec la cohomologie de de Rham à support compact. Bon, après la pause, je vais expliquer la démonstration de ce lemme, qui est vraiment 3 lignes, mais encore faut-il les trouver. Et bien sûr, vous voyez bien ce qui se passe maintenant, c'est qu'une fois que vous savez que c'est une représentation lisse, tous les morphismes vont tomber dans les fonctions localement constantes, mais les fonctions localement constantes sur X, vous pouvez les relier via des techniques standards en passant par C à des formes automorphes. Et les formes automorphes, c'est bien, vous aurez des formes automorphes vraiment classiques à droite, et vous en avez aussi à gauche par Matsushima, et en comparant les deux, ça vous donnera exactement la multiplicité de la supercuspidale
dans la cohomologie de Durham à support compact. Mais ça ne vous donnera pas la cohomologie de Durham à support compact tout court. Ça vous donnera toujours un orbe. Et ça vous donnera aussi qu'il n'y a pas d'autre supercuspidale, vous pouvez toujours vous arranger, et aussi qu'il n'y a pas de Steinberg, mais rien, je ne sais pas du tout comment exclure la présence d'une série principale. Voilà. Bon, on va prendre une pause de 5 minutes et je vais continuer avec la démonstration de Solène.